Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits fascinants. Alors installe-toi confortablement, laisse le monde extérieur s'estomper doucement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. Gabrielle Fontaine avait 41 ans et une vie qui, vue de l'extérieur, semblait parfaitement équilibrée. Un appartement lumineux dans le 11e arrondissement de Paris, un poste de directeur artistique dans une agence de publicité reconnue, un cercle d'amis stable, des sorties culturelles régulières, des vacances bien planifiées 2 fois par an. Mais chaque nuit, juste au moment où le sommeil commençait à l'envelopper, dans cet espace fragile entre la veille et le rêve, il entendait une voix. Ce n'était pas une voix forte ou claire, c'était un murmure, si proche de son oreille qu'il aurait pu sentir le souffle si ce souffle avait été réel. Un chuchotement à peine audible, comme un secret partagé dans l'obscurité d'une chambre endormie. Au début, Gabrielle pensa qu'il s'agissait d'un phénomène acoustique. Les vieux immeubles parisiens transmettaient parfois les sons de manière étrange. Peut-être entendait-il ses voisins parler à travers les murs, leur conversation déformée par la distance et les couches de plâtre. Mais plus il écoutait, plus il réalisait que ce n'était pas le cas. La voix ne venait pas de l'extérieur, elle venait de l'intérieur. Ou plutôt, elle existait dans cet espace indéfinissable qui n'est ni tout à fait interne, ni tout à fait externe. Un espace liminal, aussi intime que sa propre pensée, mais distinct d'elle. Il essaya de saisir les mots. C'était comme essayer d'attraper de l'eau avec les doigts. Les sons glissaient à travers sa conscience, familiers mais incompréhensibles, porteurs d'un sens qu'il sentait sans pouvoir le nommer. Pendant les premières semaines, Gabrielle tenta d'ignorer le phénomène. C'était probablement du stress. Le travail avait été particulièrement intense ces derniers mois. Son cerveau cherchait simplement une manière de se décharger de la tension accumulée. Mais la voix ne cessait pas. Chaque nuit, sans exception, elle revenait. Toujours au même moment, dans ce passage délicat entre la conscience et l'oubli. Et progressivement, Gabrielle commença à distinguer des fragments, pas des phrases complètes, mais des mots isolés qui émergeaient de la brume sonore comme des îles surgissant d'un océan brumeux. Devait, jamais, dire. Ces mots résonnaient en lui avec une familiarité troublante, comme s'ils portaient le poids de quelque chose d'ancien et d'inachevé. Un soir, épuisée par une journée particulièrement éprouvante, Gabrielle décida de rester éveillée et d'écouter vraiment. Au lieu de lutter contre le murmure ou d'essayer de s'endormir malgré lui, il se concentra, tous ses sens tendus vers cette voix qui n'existait que pour lui. Et cette nuit-là, pour la première fois, il entendit une phrase presque complète. « Tu devais lui dire la vérité. » Le cœur de Gabrielle se serra. Il savait immédiatement de qui parlait la voix, même si aucun nom n'avait été prononcé. Mathieu. Mathieu Berger avait été son meilleur ami pendant 15 ans. Ils s'étaient rencontrés à l'université, avaient partagé un appartement miteux pendant leurs années d'études, avaient traversé ensemble les joies et les peines de la vingtaine. Ils étaient inséparables, comme des frères que la vie avait choisis plutôt que le sang. Puis, il y a 8 ans, Mathieu était tombé amoureux de Sophie. Et Gabrielle aussi. Il ne l'avait dit à personne. Pas à Mathieu, certainement pas à Sophie. Il avait gardé ce sentiment enfoui profondément, souriant au dîner où Mathieu et Sophie rayonnaient de bonheur, assistant à leur mariage avec un toast chaleureux et un cœur brisé. Mathieu lui avait demandé une fois, quelques mois avant le mariage, « Tu es sûr que ça va ? Tu as l'air distant ces derniers temps ?» C'était le moment où Gabrielle aurait pu dire la vérité. Non pas pour saboter le bonheur de son ami, mais simplement pour être honnête, pour mettre des mots sur ce qu'il ressentait, pour ne pas porter ce secret comme un poids silencieux. Mais il avait souri et répondu « Tout va bien, juste fatigué par le travail ». Le mensonge s'était installé entre eux comme une frissure invisible. Gabrielle avait commencé à espacer ses visites, à trouver des excuses pour manquer les soirées. L'amitié s'était effleuchée doucement, sans drame, mais avec une constance inexorable. Aujourd'hui, ils ne se voyaient plus. Quelques messages polis à Noël et pour les anniversaires. Plus rien de la proximité qui avait défini leurs années de jeunesse. Et tout cela parce que Gabrielle n'avait pas eu le courage de dire une vérité qui aurait été difficile mais libératrice. La voix nocturne continua,
soir après soir, explorant d'autres territoires de non-dits. Tu voulais prendre le risque. Cette phrase évoquait un autre moment charnière. Il y a 5 ans, Gabriel avait eu l'opportunité de créer sa propre agence. Un ancien collègue lui avait proposé un partenariat avec un financement initial et des clients déjà intéressés. C'était risqué, certes, mais c'était aussi tout dont Gabriel avait rêvé. Créer sans contrainte, suivre sa vision artistique sans compromis. Il avait refusé. Trop risqué, s'était-il dit, trop incertain. Il avait une sécurité dans son poste actuel, un salaire confortable, des avantages sociaux. Mais la vraie raison, celle qu'il ne s'était jamais vraiment avouée, c'était la peur. La peur d'échouer, d'être jugé, de découvrir qu'il n'était peut-être pas aussi talentueux qu'il le croyait. Son collègue avait créé l'agence sans lui. Aujourd'hui, c'était l'une des entreprises les plus innovantes du secteur. Et Gabriel restait dans son bureau climatisé, créant des campagnes pour des produits auxquels il ne croyait pas. Elle attend toujours. Cette phrase le troubla profondément, car il ne savait pas immédiatement à qui elle faisait référence. Puis, comme une vague qui monte lentement, la compréhension arriva. Sa mère. Catherine Fontaine, 68 ans, vivait seule dans la maison familiale en Bretagne depuis la mort de son mari il y a 3 ans. Gabriel lui rendait visite 2 fois par an, pour Noël et pour son anniversaire. Des visites courtes, polies, où il parlait de tout sauf de ce qui comptait vraiment. Il n'avait jamais dit à sa mère combien il l'admirait pour sa force après le décès de son père. Il n'avait jamais partagé avec elle ses propres peurs et vulnérabilités. Il n'avait jamais eu avec elle une vraie conversation, une de celles qui créent des liens plutôt que de simplement les maintenir formellement. Elle attendait qu'il baisse sa garde, qu'il devienne vulnérable, qu'il soit son fils et pas juste un visiteur occasionnel qui remplit ses obligations filiales. Nuit après nuit, la voix continuait son inventaire implacable. Chaque murmure déterrait une vérité non dite, une décision non prise, un moment où Gabriel avait choisi le silence plutôt que l'authenticité. Tu n'as jamais dit à Vincent que son comportement te blessait. Vincent, son patron, qui le rabaissait régulièrement en réunion, prenant crédit pour les idées de Gabriel tout en le critiquant publiquement pour les échecs collectifs. Gabriel souriait, encaissait, rentrait chez lui avec une boule dans le ventre. Tu as laissé partir Éléonore sans te battre. Éléonore, sa dernière relation sérieuse, qui était partie parce qu'elle sentait qu'il ne s'investissait jamais vraiment, qu'il gardait toujours une partie de lui-même à distance. Elle avait raison. Il n'avait pas lutté pour la retenir parce qu'il ne savait pas comment être pleinement présent. Chaque nuit, une nouvelle vérité. Chaque matin, Gabriel se réveillait plus fatigué qu'il ne s'était couché, portant le poids de toutes ces choses non dites qui s'accumulaient comme des pierres dans ses poches. Il commença à redouter la nuit, à repousser le moment d'aller se coucher, restant éveillé devant la télévision ou son ordinateur jusqu'à ce que l'épuisement le force à fermer les yeux. Mais cela ne servait à rien. La voix l'attendait toujours, patiente et implacable, dans ce passage entre la veille et le sommeil. Gabriel consulta un médecin qui lui prescrivit des somnifères. Il les prit pendant 1 semaine. Les médicaments l'assommaient efficacement, le plongeant dans un sommeil lourd et sans rêve. Mais même dans cet état de semi-conscience chimique, il entendait la voix. Plus distante peut-être, mais toujours présente, comme si elle existait à un niveau que les médicaments ne pouvaient atteindre. Il arrêta les somnifères et accepta la situation. La voix faisait maintenant partie de sa vie nocturne, comme une présence familière qu'on finit par accepter faute de pouvoir s'en débarrasser. 3 mois après le premier murmure, quelque chose changea. Gabriel se coucha comme d'habitude, résigné à entendre l'inventaire quotidien de ses non-dits. Mais cette nuit-là, au moment où le sommeil commençait à l'envelopper, il n'entendit rien. Le silence était total, absolu. D'abord, il ressentit du soulagement. Enfin, pensa-t-il, enfin c'était terminé, il pouvait dormir en paix. Mais à mesure que les minutes passaient, le silence devint oppressant. Il n'était pas paisible, il était lourd, chargé d'une attente palpable. Gabriel resta éveillé pendant des heures, attendant le murmure qui ne venait pas. Et dans ce silence nouveau, il réalisa quelque chose de troublant. La voix lui manquait. Aussi inconfortable qu'elle ait été, elle représentait quelque chose d'important. Une partie de lui qui refusait d'être ignorée, qui insistait pour que la vérité soit reconnue, même si elle ne pouvait pas encore être exprimée. Maintenant qu'elle était partie, il se sentait plus seul qu'avant, comme si la dernière partie de lui-même qui s'accrochait à l'authenticité avait finalement abandonné. La nuit suivante, le silence persista, et celle d'après. 1 semaine passa sans un seul murmure. Gabriel devint de plus en plus anxieux. Il dormait mal, non plus à cause de la voix, mais à cause de son absence. Le silence nocturne était devenu assourdissant, rempli de tout ce qui n'avait pas été dit et ne le serait peut-être jamais.
Il commença à comprendre. La voix n'était pas le problème, c'était le symptôme. Et maintenant que le symptôme avait disparu sans que la cause soit traitée, quelque chose de pire menaçait de prendre sa place. Un silence définitif, un renoncement complet à toute forme d'authenticité. C'est lors de la 10e nuit de silence que Gabriel eut une révélation. Allongé dans son lit, les yeux fixés sur le plafond invisible dans l'obscurité, il comprit soudain ce que la voix avait toujours essayé de lui dire. Ce n'était pas seulement un rappel des vérités non dites, c'était une invitation. Une invitation à les dire enfin. La voix s'était tue parce qu'elle ne pouvait rien faire de plus. Elle avait présenté tous les non-dits, tous les moments manqués, toutes les vérités enterrées. Maintenant, c'était à Gabriel d'agir. Le message devait cesser d'être un murmure dans l'obscurité pour devenir des mots prononcés à voix haute dans la lumière du jour. Le lendemain matin, Gabriel appela sa mère. « Maman » dit-il, sa voix tremblant légèrement. « Je peux venir te voir ce week-end ? Il y a des choses que j'aimerais te dire. » Le silence à l'autre bout du fil fut chargé d'émotions. Puis Catherine répondit, sa voix douce. « Bien sûr, mon chéri, je serai là. » Ce week-end en Bretagne fut difficile. Gabriel vida son cœur, partageant avec sa mère ses peurs, ses regrets, sa solitude qu'il camouflait derrière une façade de succès. Il lui dit combien il admirait sa force, combien il regrettait de ne pas avoir été plus présent après le décès de son père. Catherine pleura, il aussi, mais c'était des larmes libératrices, celles qui lavent plutôt que celles qui alourdissent. De retour à Paris, Gabriel demanda un rendez-vous avec Vincent. Dans le bureau de son patron, il prit une profonde inspiration et dit calmement mais fermement « Nous devons parler de la façon dont vous me traitez en réunion ». La conversation fut tendue. Vincent se défendit, minimisa, mais Gabriel tint bon. Il exposa factuellement les comportements problématiques, leurs impacts et ce qu'il attendait désormais. Il ne savait pas si cela changerait quelque chose. Peut-être qu'il devrait chercher un autre emploi, mais au moins il avait parlé. Il écrivit aussi à Mathieu, pas pour bouleverser sa vie ou créer de drame, mais simplement pour être honnête. « Je voulais que tu saches pourquoi je me suis éloignée. Il y a 8 ans, j'étais amoureux de Sophie aussi. Je n'ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas détruire votre amitié. Mais en gardant ce secret, j'ai détruit notre amitié. Je ne m'attends à rien de ce message. Je voulais juste que tu connaisses la vérité. » Mathieu répondit 3 jours plus tard. Le message était court. « Je le savais, Sophie aussi. Nous attendions que tu sois prêt à en parler. L'amitié ne se détruit pas par les sentiments compliqués, mais par les silences. Si tu es prêt maintenant, parlons. » Ils se retrouvèrent dans un café. La conversation fut maladroite au début, chargée de 8 ans de distance, mais progressivement, ils retrouvèrent quelque chose de leur ancienne complicité. Pas identique, car trop de temps avait passé, mais réel néanmoins. Gabriel fit d'autres pas, petits mais significatifs. Il dit à son ancien collègue qu'il regrettait de ne pas avoir saisi l'opportunité et demanda s'il y avait encore une place pour lui. Il n'y en avait pas, mais la conversation ouvrit d'autres portes. Il contacta Éléonore, non pour raviver leur relation, mais pour s'excuser de ne jamais avoir été pleinement présent. Elle apprécia le geste, même si elle avait tourné la page. Chaque vérité exprimée était difficile, chaque conversation honnête lui coûtait, mais il continuait, porté par la certitude que le silence était devenu plus intolérable que la vulnérabilité. Et ce soir-là, pour la première fois depuis 10 nuits, alors qu'il s'allongeait dans son lit et que le sommeil commençait à l'envelopper, il entendit de nouveau la voix. Mais cette fois, elle ne murmurait pas de reproches ou de regrets. Elle murmurait simplement « merci ». Puis le silence revint. Mais ce n'était plus le silence lourd et accusateur des derniers jours. C'était un silence paisible, celui qui suit une conversation terminée, un chapitre clos. Gabriel sourit dans l'obscurité et s'endormit profondément pour la première fois depuis des mois. Voilà, mon ami, l'histoire du message sous l'oreiller touche à sa fin. Mais son enseignement demeure. Les vérités que nous refusons d'exprimer ne disparaissent jamais vraiment. Elles persistent, murmurant dans les coins sombres de notre conscience, attendant le moment où nous aurons enfin le courage de les amener à la lumière. Le silence peut sembler plus sûr que la vulnérabilité, mais c'est un silence qui pèse, qui s'accumule, qui finit par devenir assourdissant. Les mots non dits cherchent toujours un chemin pour exister, que ce soit dans nos rêves, nos angoisses, ou ces murmures nocturnes qui ne nous laissent jamais vraiment en paix. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait penser à des vérités que tu portes peut-être en silence, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Ton soutien m'encourage à continuer ces explorations des vérités que nous cachons même à nous-mêmes. Partage cette histoire avec ceux qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour dire ce qui doit être dit, pour être authentique même quand c'est difficile. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. D'ici là, que tes nuits soient paisibles et que tu trouves le courage de donner voix à tes vérités. Bonne nuit et fais de beaux rêves.